Je pensais à quand il y avait cet accommodement raisonnable accordé aux Sikhs dans le Canada anglais. Il y avait beaucoup de Québécois à qui j'ai parlé à l'époque qui disaient mais c'est inconcevable. Alors je croyais que ça allait mettre en danger le message général et profond de notre rapport qui était d'enlever tous les autres interdits, etc. Alors j'avais vraiment cette peur-là et j'ai signé cette clause, non pas exactement pour les mêmes raisons que Jacques Bouchard, mais pour ces raisons-là. Ensuite, l'expérience du débat autour de la Charte des valeurs du Parti québécois ont démontré que cette distinction, coercition ou non-coercition, ne prenait pas, parce que et le Parti québécois à l'époque et la CAQ maintenant s'en servent pour changer subtilement par la coercition, c'est autorité, inclure d'autres gens. Hein. Et alors, non seulement ce n'est pas une distinction importante, mais c'est une distinction qui invitait à tricher là-dessus pour dire ben, nous sommes en continuité avec le rapport Bouchard-Taylor. Je suis content que les gens aiment le rapport Bouchard-Taylor. Nous sommes en continuité avec ça. Ben, toute petite extension. Alors je me suis dit. Deuxièmement, le fait même, j'ai compris ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait même de faire campagne pour certaines restrictions crée des atmosphères de haine, de soupçon, etc. Alors, pour toutes ces raisons-là, j'ai décidé d'abandonner. Et j'ai dit à un moment donné où il était question de voter de soi-disant consensus autour de ça à l'Assemblée nationale, j'ai cru mon obligation de remettre les montres à l'heure et de dire la véritable. Est-ce que j'ai encore deux secondes de une minute. Ok. Alors, oui, je comprends quelqu'un a dit, ben ça quand même, ça des relents de soumission de la femme. Oui, pour nous, ça là. Parce que nous, on regarde Arabie Saoudite, Mohammed bin Salman, les femmes qui sont mises en prison. Nous regardons la situation en Arabie Saoudite et nous regardons les actes les plus extrêmes des islamistes de nos jours. Nous ne regardons pas la tradition extraordinairement variée de l'islam à travers l'histoire et nous ne voyons pas des gens pour qui c'est une sorte de façon de faire avancer leur foi, de se mettre plus profondément dans leur foi. La signification de ce geste-là doit être, disons, appris à partir des personnes. On discute avec eux, puis on va voir avec eux quelle est la signification du geste. Le fait que ça a une autre signification ailleurs, ben, nous ne vivons pas en Arabie Saoudite, heureusement. Donc, on n'a pas besoin de tenir compte de ce que Mohammed bin Salman pense de ça. Au contraire, il faut penser le contraire de Mohammed bin Salman. Ça va? Oui, alors, soumis, ce n'est pas une excuse pour un quelconque parti politique que d'être un parti politique. Donc, tout parti politique est soumis, je dirais en général, à l'ensemble des droits de la personne et plus particulièrement à la règle de droit. Et c'est ce que j'essayais de dire en disant dans mon papier, mais peut-être que je parlais trop vite. C'est pas une excuse que ce soit un compromis ou un consensus ou un autre mot qui commencerait par contre quelque chose. Toute politique publique et toute posture politique est soumise à la règle de droit et aux droits de la personne. Sur les signes culturels, c'est une question à laquelle je suis évidemment fort sensible comme féministe, mais je prends 30 secondes pour partager avec vous une anecdote plutôt qu'utiliser les mots que l'on entend trop et partout à la radio et je ne sais trop. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de passer, d'enseigner, c'est déjà un geste colonialiste, me direz-vous, mais un mois à Erbil, au Kurdistan. C'est pas une place où on sort prendre une marche tranquille après souper le soir. Et ce sont des femmes
de Bagdad, qui avait, à leur risque et péril, je dois dire, parcouru cette route pas particulièrement sécuritaire de 1200-300 km entre Bagdad et Erbil, et qui m'ont dit une phrase qui m'a marquée pour la vie, parce qu'ayant fait Beijing en 1995, j'avais peut-être un peu ce regard colonialo-féministe. Voici, moi, je suis autorisée à interpréter ce signe ici ou ce signe-là. Et elles ont toutes dit en chœur, premièrement, ont célébré leur arrivée à Erbil, et dit, si, pour pouvoir parler des droits des femmes, il faut porter un foulard dans une voiture, ben on va en porter deux. Traduction libre, évidemment. Et j'ai compris que j'avais rien compris sur la sémiologie et les signes religieux. D'abord, je vais enchaîner sur la question des signes. On peut débattre dans la société, civile, autour d'un café, d'une bière ou autre chose, de la signification de tel ou tel symbole. On peut en discuter à l'infini. Mais si on veut un État laïque, l'État ne peut pas décréter quelle est la signification de tel ou tel symbole ou de telle ou telle pratique. Si l'État se met à légiférer pour dire telle interprétation de telle religion est acceptable au Québec et telle autre interprétation de la même religion ne l'est pas, on s'éloigne complètement des principes de la laïcité et on tombe dans une domination de la religion par l'État, alors que les deux doivent être séparés, avoir chacun leur domaine. Donc, c'est pour ça qu'il y a un problème avec la déclaration de la ministre. Elle peut toujours penser ça dans son salon, mais ça ne peut pas guider la législation, ça ne peut pas guider les actions de l'État. En fait, on ne pourra jamais avoir de discussion sereine et calme sur la signification de telle ou telle chose si les personnes qui portent des symboles ont l'impression que s'ils perdent le débat, ils vont perdre des droits. Hein? On ne peut pas avoir de discussion sereine à ce moment-là. Sur la question de la politique que soulève Aaron, je vais ajouter un peu une couche à ce que j'ai présenté rapidement sur l'histoire du Québec. Il y a deux grandes traditions dans l'histoire du Québec sur ces enjeux-là. Il y a la tradition conservatrice puis la tradition pluraliste. Ces deux traditions-là sont en conflit et il faut choisir notre camp. Et comme parti indépendantiste, il faut qu'on choisisse l'option pluraliste. Parce que l'option conservatrice, c'est celle du repli sur soi. Hein? C'est celle du nationalisme ethnique, c'est celle de Duplessis et ses prédécesseurs. Et comme indépendantiste, on ne peut pas réaliser notre projet politique s'il s'adresse seulement aux gens comme moi, qui sont les descendants des 70 000 colons français de 1760. Donc, il faut absolument choisir un projet civique, rassembleur, inclusif, et c'est dans cet esprit-là qu'il ne faut pas se gêner pour être à contre-courant, parce qu'on est à contre-courant sur plein d'autres choses. Il ne faut pas se gêner pour être à contre-courant là-dessus, puis j'abonde dans le sens de l'éducation politique, que M. Taylor a mentionné tout à l'heure. C'est notre rôle. On n'est pas un parti qui écrit son programme en partant de sondages. Hein? On est un parti qui cherche à changer la société. Je vais m'en tenir à ça. Moi, j'aimerais intervenir particulièrement sur la question du besoin de pédagogie, qu'on peut effectivement qualifier aussi d'éducation politique. Sur des sujets comme ça, mais sur d'autres sujets aussi, je crois que c'est c'est fondamental, c'est hyper important, parce que c'est des questions qui sont... les gens se font une tête sur ces questions-là à partir de lignes ouvertes ou de petits clips au téléjournal qui durent environ 2 minutes. Et on ne peut pas comprendre un problème aussi complexe en écoutant des lignes ouvertes ou des chroniqueurs ou en lisant des chroniqueurs. À la CSQ, en étant à l'origine une centrale en éducation, on en fait beaucoup de pédagogie. On en fait dans notre instance large qui comprend environ 250 personnes, le Conseil général, mais on en fait aussi au réseau d'action socio-politique, au réseau des jeunes, au réseau de la condition des femmes. Et à chaque année, il faut le faire. Chaque année, il faut rappeler les positions qu'on a déjà adoptées. Et le membership se renouvelle énormément.
tout dernièrement, on a commencé à préparer la prochaine ronde de négociation et on a demandé aux gens dans la salle qui en était à sa première ronde de négociation, puis plus de la moitié de la salle a levé la main. Donc, imaginez que sur des questions comme celle sur le port des signes religieux, où notre position date de 2013, il va falloir continuer à faire de l'éducation politique sur cette question-là, puis à faire de la pédagogie, surtout en plus que le contexte aussi va changer. En fait, je vais me permettre de compléter parce que moi, dans mon rôle de conseillère juridique, j'accompagne les politiques qui présentent ces différents concepts-là. Aujourd'hui, on a eu beaucoup de juridiques. Pour moi, ça va, c'est des concepts que je maîtrise bien. Mais quand j'ai des questions sur les accommodements raisonnables et la laïcité en même temps et la neutralité religieuse de l'État, on comprend et on voit des gens dans la salle qui ont un besoin d'information, un besoin d'être démêlés dans tous ces concepts-là, avant même d'être capable de se faire une tête sur des sujets qui sont plus sociétaux ou plus... Quand on veut être capable de choisir notre laïcité, comme on a vu, il y a différents types de laïcité, ben, il faut être capable de comprendre qu'est-ce que ça implique. Et ça, c'est aussi de l'éducation qu'on fait à travers nos différentes instances, nos publications et l'ensemble des débats démocratiques qu'on essaie d'avoir dans nos institutions. Trois minutes, hein? Beaucoup de choses à dire. D'une part, le plus simple, MLQ contre Saguenay. C'est un arrêt de la Cour suprême, en fait, Mouvement laïque du Québec contre Saguenay. Je suis désolé, je parle en acronyme. Je parle latin et en acronyme. Écoutez, moi je suis très sensible à la position qui a été développée notamment là, par Charles Taylor sur d'une part je partage là, le caractère déplorable, voire catastrophique des propos qui ont été tenus par Isabelle Charest dans un contexte où en plus c'est un gouvernement qui annonce qu'il va adopter une loi visant à proposer donc une refonte de la laïcité à la québécoise. C'est vraiment plus que déplorable, c'est catastrophique sur le message qu'on envoie, que l'interdiction ne vise au fond qu'un seul symbole religieux qui est porté par des femmes. Très clairement, c'est dur d'être optimiste en fait sur un débat comme celui-là et dans ce sens-là, je suis également sensible à la posture. Il y a 2 partis politiques qui s'y sont essayés, 3 si on compte le projet de loi 62, là, et ils ont tous frappé dans le beurre comme avec enthousiasme. Ils sont tombés dans une vision très populiste de la Charte des valeurs, et là, ce qu'on entend là, des membres de la CAQ, évidemment, le projet de loi n'est pas déposé, donc on touche, il doit y avoir du bois là-dedans, on touche du bois pour qu'ils entendent raison avant de le proposer, le projet de loi, là. Ils sont toujours officiellement en mode consultation, mais c'est sûr que ça n'augure pas bien du tout. Alors, je suis sensible sur le fait que si le compromis Bouchard-Taylor mène à des instrumentalisations, ben peut-être que la bonne solution, c'est de l'abandonner puis de retourner au statu quo, qui est peut-être la meilleure option, visant à protéger les groupes vulnérables, ce qui est au cœur du droit à l'égalité, ce qui est au cœur, à mon sens, d'une vision pluraliste des choses. Bon. Maintenant, peut-être à l'inverse, et peut-être sans être sur le besoin de pédagogie, il faut également garder en tête que c'est pas parce que ça a dérapé que ça va continuer à déraper, et il demeure une possibilité de défendre valablement ce qui est au cœur de Bouchard-Taylor, qui est une vision pluraliste de la séparation du religieux et de l'État, qui part d'une prémisse de base, c'est qu'il y a un débat de société qui fait rage. Et ce débat de société-là, au cours des 10 dernières années, il a mené une polarisation très, très grande entre 2 groupes dans la société. Et donc, il faut trouver une voie pour leur permettre de se rapprocher. Et en ce sens-là, le statu quo est défendable avec tous les arguments en disant c'est vrai que ça mène à des instrumentalisations, puis le passé, s'il est garant de l'avenir, ça va mener à d'autres instrumentalisations. Mais en tant que parti politique, Québec solidaire, c'est certain que le parti doit tenir compte, nous devons tenir compte, je suis pas membre du parti, mais collectivement, les pluralistes doivent partir de la prémisse qu'il existe un débat de société et que là, il y a 2 groupes. Ils sont durs à rassembler, ces 2 groupes. Alors, moi, c'est un peu dans ce sens-là que je continue à défendre et je peux pas croire que je vous dis ça à vous. Voilà. Je suis très, très intimidé, mais voilà, faut assumer dans la vie. Je continue à défendre la raisonnabilité du compromis Bouchard. Merci beaucoup.